Je suis Mouna Benalima, donc j'ai fondé l'hôtel La Badira à Hammamet en Tunisie. Il a ouvert en 2015, donc cette année, 2025, représente l'année des 10 ans. L'hôtel est né de toute une dynamique qui a eu lieu en Tunisie à partir de la révolution de 2011, où j'étais extrêmement engagée pour cette transition démocratique et politique du pays. Et en étant très engagée dans la société civile, pour la vulgarisation des concepts démocratiques, pour l'ancrage de ces droits et libertés auprès de la population, pour l'incitation à s'inscrire sur les listes électorales et à aller voter. Donc toute cette dynamique incroyable qui a eu lieu, je me suis dit, et en allant surtout à la rencontre de beaucoup de mes concitoyens, je me suis rendu compte que la révolution était d'abord socio-économique, avant tout. Et comme je faisais partie de personnes qui avaient la possibilité d'investir et de créer de l'emploi, j'ai dit, allez, le socio-économique est la priorité de cette révolution. À ma petite échelle, je vais faire ce qu'il faut pour créer de l'emploi, mais différemment de ce qui avait été précédemment fait dans l'hôtellerie en Tunisie. J'ai ressenti qu'il y avait un besoin, un marché pour de l'hôtellerie de luxe dans une destination qui est Hammamet, qui n'est pas forcément la destination la plus connue pour les hôtels de luxe. Donc j'ai fait une petite étude de marché pour voir est-ce que les clients viendraient, aussi bien en Tunisie que sur la France. Je l'ai faite, surtout l'étude de marché. Et ça a été très précieux parce que ça m'a donné les outils pour vraiment que l'hôtel soit conçu de manière à être conforme aux attentes de cette clientèle-là. Donc ce qui est ressorti, c'est que les Français et de manière plus générale les étrangers qui viennent en Tunisie veulent apprendre sur la culture du pays, veulent découvrir une partie de l'histoire du pays, veulent découvrir les épices, les plats tunisiens, l'artisanat. Et donc j'ai tout fait pour que l'hôtel ait une touche tunisienne qu'on ressent un peu partout quand on circule, sans pour autant tomber dans le, je ne vais pas dire folklore, mais dans l'excès. Donc ça reste un hôtel résolument moderne, contemporain, mais on sent qu'on est en Tunisie à travers un objet de décoration, un tapis, un plateau en cuivre martelé, une épice, un plat. Et donc dans ce sens-là, on était parmi les tout premiers hôtels à Hammamet, où il y a plus de 120 unités hôtelières, à faire un restaurant tunisien dans l'hôtel. Parce que j'ai toujours considéré que la richesse de nos produits du terroir, la richesse de notre patrimoine culinaire n'était absolument pas valorisée dans nos unités hôtelières, qui étaient plutôt des unités all-inclusive, resort, buffet un peu international. Et donc la cuisine tunisienne était très très diluée et on n'avait pas un endroit où vraiment manger de la cuisine authentique, typique dans Hammamet. Choisissant de mettre en valeur le patrimoine gastronomique tunisien et le patrimoine culinaire tunisien, nous avons posé tout un concept dans l'hôtel qui était de favoriser le calme, la sérénité des lieux, viser une clientèle vraiment très haut de gamme, qui recherche le ressourcement, qui recherche en fait à décompresser. C'est une clientèle généralement de chefs d'entreprise très pris, très stressés et qui ont besoin, le temps d'une parenthèse de quelques jours, d'oublier, d'enlever leurs soucis des épaules. J'allais presque dire d'oublier l'ordinateur, le téléphone. Et donc, on a fait le choix de proposer uniquement le logement avec le petit déjeuner en buffet et ensuite pas de buffet du tout et une variété de restaurants à échelle humaine où ils peuvent donc déjeuner ou dîner avec des cartes qui mélangent
dans chaque menu, même si le restaurant est plutôt un restaurant cuisine du monde comme le Camilla, il y a quand même des spécialités tunisiennes. Bon, le restaurant Adra est un restaurant 100% de cuisine tunisienne, mais on a imaginé une carte en deux parties. Une partie qu'on appelle les ancestrales, où c'est les vraies recettes de grand-mère auxquelles on ne touche pas, comme tous les Tunisiens mangent chez eux à la maison. Et une autre partie qu'on a appelée les signatures, où le chef s'est amusé à faire une cuisine fusion entre la cuisine tunisienne et puis la cuisine un peu plus gastronomique, surtout française en réalité. Donc le plat traditionnel français dans lequel on va être surpris par une garniture très typique tunisienne ou par une épice très typique tunisienne. Moi, je suis née dans l'hôtellerie parce que mon père était déjà parmi les premiers hôteliers en Tunisie. Il avait commencé dans le secteur, mais j'ai perdu mon père très tôt, j'avais 24 ans. Et donc j'ai dû reprendre sans beaucoup de préparation et surtout sans l'avoir côtoyé professionnellement. J'ai dû reprendre la gestion de l'entreprise familiale. C'était en 97. Et tout de suite après, enfin, j'ai beaucoup été soutenue par mes équipes, par ses équipes à lui, qui lui vouaient vraiment beaucoup d'affection et qui m'ont prise par la main pour me montrer les bases du métier, parce qu'on a beau être né dans un hôtel et avoir fait de belles études, eh ben, ça ne suffit pas pour bien maîtriser tous les tenants et aboutissants du métier d'hôtelier. Et très vite, j'ai voulu développer. Je sentais que, bon, c'est mon profil aussi, je peux pas... la vie n'est pas un long fleuve tranquille, ça m'ennuie un petit peu. Donc j'ai besoin de créer, de faire des choses nouvelles, de changer, d'innover. Donc la première chose que j'ai faite à l'époque, c'est construire un hôtel dans Yasmine Hammamet, qui était une station toute nouvelle qui avait été créée, et une station intégrée avec une marina, avec une médina reconstituée, avec un parc d'attractions. Et mon père avait laissé une promesse de vente d'un terrain là-bas, mais le projet n'était absolument pas fait. Donc vraiment à un âge très jeune, j'ai fait un petit peu mes preuves en tournant auprès des banques pour avoir le financement et en démarrant le chantier d'un hôtel 5 étoiles que j'ai terminé et qui a été loué à une chaîne hôtelière connue et qui aujourd'hui est l'un des meilleurs hôtels de la station Yasmine Hammamet, qui est un 5 étoiles pied dans l'eau de haut standing, mais qu'on n'a pas géré. Parce que n'ayant pas vraiment à l'époque la possibilité de gérer plusieurs unités à la fois. Ensuite, je suis retournée vers l'hôtel historique qui est le Sultan, qui commençait à être vieillissant, que nos partenaires, principalement tour opérateurs, tiraient un petit peu la sonnette en disant il faut rénover. Donc avec mon frère, on l'a complètement rénové, réouvert, et c'est un hôtel qui, en une année de chantier, en moins d'un an de chantier, a doublé ses prix de vente. Tellement la rénovation a été réussie, dans l'air du temps, ça a beaucoup plu aux clients, et on n'arrêtait pas de monter en standing. Par la suite, il y a eu la révolution où pendant 2 ans, j'ai quasiment arrêté de travailler pour vraiment m'engager bénévolement, corps et âme, dans cette période magnifique que traversait la Tunisie, où enfin on allait réussir à avoir notre petite place dans le cercle très fermé des pays démocratiques, même si aujourd'hui en 2025 la démocratie ça paraît être très compromise dans des pays où on pensait qu'elle était établie, stable et indéboulonnable, mais bon, ça c'est encore un nouveau contexte. On va voir comment ça va évoluer. Et donc par la suite, j'ai dit il y a eu toute cette transformation du pays. À ma petite échelle, j'avais envie de transformer mon secteur qui était l'hôtellerie et de faire quelque chose à contre-courant de ce qui se faisait. Donc le luxe, donc
Pas de all inclusive, pas de buffet, pas de tourisme de masse. Viser une niche, hôtel de luxe où chaque détail compte, de la qualité de la literie, au détail de la déco de l'assiette, à la qualité de la vaisselle, service, au sourire, à quoi dire, à quoi pas dire. Tous ces codes du luxe, on ne les avait pas du tout dans les hôtels de masse, dans les hôtels de tour opérateur. Donc il a fallu faire venir des formateurs de l'étranger. J'ai également collaboré avec un chef français à l'ouverture qui nous a mis en place des cartes avec justement cette cuisine fusion entre la cuisine tunisienne et la cuisine française, le côté créatif de la carte, ce qui plaît à l'international parce qu'on visait une clientèle qui voyageait beaucoup, qui était tendance et il fallait être tendance. Donc on a fait tout ce travail pour créer un produit qui n'existait pas à Hammamet à cette époque-là. Alors moi, je me vois comme une hôtelière et je me vois également comme une femme chef d'entreprise ou même comme une chef d'entreprise tout court, euh, sans forcément axer sur le mot femme, parce que la Tunisie, déjà en 1956, était un pays extrêmement précurseur en matière de droits des femmes, en matière de liberté pour les femmes, en matière d'égalité. Vous savez, en Tunisie, moi je rigole quand j'entends les infos en France lors des négociations salariales avec les grilles de salaire féminin et les grilles de salaire masculin. Ça n'existe pas en Tunisie, il y a une seule grille pour tout le monde. Maintenant, il y a des injustices qui continuent à être pratiquées, surtout pour les ouvriers et ouvrières agricoles. Là, une vraie différenciation de rémunération. Mais pour les autres secteurs d'activité, il y a une seule grille qui est appliquée pour tout le monde, qu'on soit homme et femme. Donc, la femme a toujours été libre. Il y a bien sûr socialement quelques poids de tradition qui continuent peut-être à brider certaines volontés. Mais généralement, les femmes s'auto-brident en fait parce que elles se disent c'est plus facile finalement de pas combattre et de pas oser et c'est plus facile de rentrer dans le moule et d'aller vers ce que une société très masculine qui n'est pas spécifique à la Tunisie, qui est mondiale, souhaite. Les histoires enfin, les injustices et les inégalités dans la parité, par exemple, au sein des conseils d'administration hommes-femmes, c'est un sujet d'actualité dans beaucoup de pays occidentaux. Donc bon, c'est une problématique internationale et la Tunisie la traverse comme les autres pays et peut-être même avec plus d'audace. Il faut savoir qu'en Tunisie, on en est presque à inverser la situation parce qu'aujourd'hui, la société souffre d'un très grand abandon scolaire des garçons pendant leur adolescence, ce qui fait qu'arriver au bac, sur les personnes reçues au bac, 70% c'est des jeunes filles et 30% seulement c'est des garçons. Et ça, je ne pense pas que ce soit très positif pour moi parce que ça déséquilibre la société dans l'autre sens. Et finalement, il y a un grand nombre de jeunes garçons dont l'avenir est compromis par cet abandon scolaire et qui donc choisissent par la suite soit la facilité d'entrer dans des métiers de commerce parallèle ou de commerce frontalier, pas très légal, mais avec du gain facile et quand même du risque par rapport à la légalité de leurs activités et à la pérennité de leurs activités, soit sont dans un état de désespérance et essayent de franchir les frontières illégalement et se jettent sur des bateaux pour aller vers Lampedusa et vers l'Europe. Ce qui n'est pas beaucoup le cas des femmes qui, elles, font des études supérieures à l'université, ont des diplômes et ensuite décrochent les jobs. Alors la Badira, au niveau des chiffres, quand on l'a construit en 2000, le chantier a duré entre 2013 et 2014, ça tournait autour de 15 millions d'euros comme investissement. Il y a 130 clés, il y a 10 très grandes suites de prestige et 120
suite junior, plusieurs restaurants, plusieurs piscines. Voilà, c'est 130 clés, c'est à mon sens déjà beaucoup pour faire du luxe. Je pense que pour faire du vrai luxe, il ne faut pas avoir une trop grande capacité, mais il faut contextualiser cela par rapport à une destination comme Hammamet, où 99% des hôtels ont 250 à 300 chambres. Donc au niveau de la taille, je suis à peu près la moitié de ce qu'un hôtel standard à Hammamet, de la capacité d'un hôtel standard à Hammamet. Pour les 10 ans, ce qu'on a fait, on a rénové le mobilier, la décoration des chambres. On a fait un nouveau beach grill sur la plage. On a changé aussi le mobilier des locaux communs, le mobilier extérieur autour de la piscine. On a complètement transformé l'une de nos 6 suites légendes. La Badira a 6 suites légendes dédiées à 6 personnalités qui ont contribué au rayonnement de la Tunisie à l'international. Et en fait, à l'époque, j'avais un peu le nez dans le guidon pendant le chantier et je n'ai pas fait attention qu'il n'y avait pas de Tunisiens dans les 6 personnalités. Et ça m'a toujours... j'ai toujours eu un petit pincement au cœur par rapport à cet oubli. Donc pour les 10 ans, je me suis rattrapée. Donc j'ai enlevé une des anciennes suites et je l'ai redécorée, complètement transformée pour rendre hommage à Laila Menchari. Donc Laila Menchari, pour ceux qui ne connaissent pas, ça a été pendant 50 ans la chef de la décoration de chez Hermès, celle qui gérait les fameuses vitrines de la rue du Faubourg Saint-Honoré, de la boutique Hermès. Et d'ailleurs, Hermès, à la fin de sa carrière, lui a dédié toute une exposition au Grand Palais, les vitrines de Laila Menchari. Donc, et Laila Menchari a une maison de rêve à Hammamet et a toujours fait appel aux artisans tunisiens de la céramique de Nabeul, de la marqueterie de marbre, du cuir, du cuivre. Donc toujours les artisans tunisiens ont eu un objet, on lui ont fait des objets avec lesquels elle a choisi de faire ses décorations dans les vitrines d'Hermès. Donc c'est vraiment une femme, une grande femme qui a toujours fait, toujours eu la Tunisie dans le cœur et toujours contribué au rayonnement de la Tunisie à travers les vitrines de chez Hermès. Donc ça, c'est les nouveautés de 2010. On a prévu en fait, ça c'est les nouveautés de 2025. Donc tout au long de l'année 2025, qui est l'année des 10 ans, on a prévu plusieurs petits événements pour rappeler tout au long de l'année que nous fêtons nos 10 ans. Nous avons également prévu, conçu des capsules vidéo pour être reconnaissant envers certains membres de notre équipe qui sont là depuis 10 ans. Donc valoriser nos équipes. Donc on les voit sur les vidéos parler de leur parcours, de leur métier à la Badira, des 10 ans qu'ils ont passé ici. Et également, on a choisi des personnalités qui contribuent au rayonnement de la Tunisie à l'international dans divers secteurs d'activité. Donc, et on les a filmés ici à la Badira. C'était de très jolies collaborations, donc dans le monde du sport, dans le monde de la mode, dans le monde du cinéma. Et ces capsules-là, environ chaque 2 mois, il y a une capsule qui est diffusée sur le digital, sur nos réseaux sociaux, pour faire ce clin d'œil aux 10 ans de la Badira. On peut citer des personnalités ? Oui, pour le sport par exemple, c'était Adel Aref, qui chez vous en France était numéro 2 du PSG pendant plusieurs années. Donc personnalité très connue dans le monde du sport, qui a généreusement accepté immédiatement quand nous l'avons sollicité, et il était très heureux de venir à la Badira et d'associer donc son nom, son image à un produit qu'il a considéré comme également faisant partie de tous ces projets qui aident la Tunisie à mieux rayonner dans le monde. Pour la mode, ça a été Anissa Aïda. C'est une marque d'une jeune créatrice qui défile, qui a été il n'y a pas longtemps
au Yacht Club à Monaco pour un événement de mode la semaine dernière. Donc c'est vraiment une jeune créatrice qui voyage, qui fait des défilés, qui tourne énormément. Pour le cinéma, la capsule n'est pas encore sortie, donc je vais garder le nom. Il y a eu la gouvernante générale, la gouvernante exécutive de l'hôtel, voilà, qui a fait une des capsules pour les équipes. Il y a eu effectivement le voiturier qui va chercher nos clients à l'aéroport depuis 10 ans, le chef pâtissier. Donc Mehdi, ça va sortir la semaine prochaine. Donc voilà, ce genre un peu de choix de personnalité que nous avons valorisé. Des derniers événements de l'année des 10 ans, est prévu pour le mois de fin novembre et ça va être le lancement d'un parfum. Donc un parfum, la Badira, qui va s'appeler Lune Absolue. On est en train là de préparer une journée de lancement avec le monde de la cosmétique et qui va être distribué avec donc les magasins Fatal. C'est un peu l'équivalent de Sephora ou Marionneau, enfin ce genre d'enseigne en France. C'est le premier réseau de parfumerie et de vente de cosmétiques en Tunisie. Il y a 3 ans, nous avons décidé de faire au mois d'octobre chaque année un événement gastronomique en invitant un chef français pour un dîner à 4 mains avec notre chef exécutif Ramzi Bouguila. Et la première édition, j'ai vu déjà l'énorme impact sur les équipes en cuisine et en restauration et dans la salle. Et toutes les équipes élargies de la Badira qui voyaient arriver ces grandes personnalités de la cuisine française dans leur hôtel et tellement apprendre à ses côtés, ça les valorise. Nos équipes n'ont vraiment pas la possibilité de voyager. Vous savez, il y a des restrictions à la mobilité, surtout pour les pays d'Afrique du Nord qui devient de plus en plus... Enfin, l'Europe devient complètement inaccessible pour des jeunes qui veulent voir autre chose, qui veulent apprendre, même qui veulent se former. On a des refus de visa sans arrêt, même pour des gros salaires et des grands postes de responsabilité à l'hôtel. Donc, à défaut pour eux d'aller voir ce qui se passe ailleurs, eh ben, j'essaye une fois par an de leur ramener voilà, un grand nom de la cuisine française qui leur montre sur place ici ce qui se passe ailleurs. Et donc, je pense que vous avez parlé avec le chef Raoux et vous avez, enfin, il a transmis l'enthousiasme qu'il a ressenti, presque le mot bonheur des équipes en cuisine de l'avoir à leur côté. Et lui a été extrêmement bien accueilli parce qu'il a un côté humble, un côté bienveillant, un côté très amical, très je tends la main, je partage ce que je connais. Voilà, je suis là pour qu'ensemble, il y ait une petite montée en compétences à ma petite échelle. C'est un peu cet état d'esprit avec lequel il est arrivé. Et le Tunisien, de toute façon, est très chaleureux, très hospitalier, très accueillant. Et donc, ça a très, très bien matché avec nos équipes en cuisine. Côté client également, les clients étaient ravis. On a eu un peu plus de monde pour cette 3e édition que lors des 2 précédentes éditions. On a eu aussi quelques clients qui reviennent pour la 3e fois, qui sont venus à la 1re édition, à la 2e, et là, à la 3e, on a eu quelques clients qui nous ont taquinés en disant une seule fois par an, ça suffit pas, on veut le faire 2 fois par an. Donc voilà, on a fait cette édition qu'on a appelée Gastronomia, donc où on fait une cuisine à 4 mains et on fusionne la gastronomie française avec la touche tunisienne et ça plaît. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les 10 prochaines années? Alors, qu'est-ce que je souhaiterais pour les 10 prochaines années? Bon, premièrement, à ma petite échelle, que la vie continue avec un business qui marche, la famille qui va bien, les enfants qui vont bien. Mais vraiment, mon souhait le plus cher, c'est que le pays aille mieux. Le pays n'est pas dans le meilleur contexte en ce moment. Il y a
très grand recul des libertés. Les libertés chèrement acquises en 2011 sont en train de faire marche arrière parce que en 2011, le pouvoir politique et le contexte général n'a pas favorisé l'amélioration de l'économie. Et donc la population voit que non seulement ça ne s'améliore pas, mais le côté socio-économique se dégrade. Et au final, dans l'imaginaire collectif, ils matchent la démocratie et les libertés avec ce recul de leur situation socio-économique. Et quelque part, ils sont en train de se dire on n'a pas besoin de démocratie, on n'a pas besoin de liberté. Tout ce qu'on veut, c'est améliorer nos conditions de vie et donc accepter un retour de la dictature, un retour de l'arbitraire, un retour des injustices. Et c'est en ce moment, c'est ce qui se passe en Tunisie, malheureusement. Donc vraiment, mon plus grand souhait, c'est qu'il y ait une éclaircie au niveau des droits et des libertés et que cette bouffée d'oxygène qu'on a eue en 2011 revienne, mais avec une libération de l'entreprise individuelle, de l'initiative individuelle, du climat des affaires, parce qu'aujourd'hui, un jeune qui veut monter un business, c'est le parcours du combattant avec l'administration, c'est le parcours des combattants tellement il y a une multitude d'autorisations à obtenir et des autorisations toutes plus compliquées les unes que les autres, plus obsolètes dans leur conception. Il y a des autorisations, il y a des textes qui datent d'il y a 50 ans, 60 ans, qui n'ont absolument plus de sens aujourd'hui. Et il n'y a absolument pas de courage politique de faire table rase de tout ça et de dire on va libérer l'initiative individuelle, l'initiative privée, et on va libérer toutes ces énergies. Il y a un tel potentiel dans notre pays. On a la chance d'avoir une population pas nombreuse, on est 12 millions d'habitants. Quelque part, c'est rien pour remonter la pente, pour recréer de la croissance, pour recréer de la richesse pour tout le monde. C'est un pays théoriquement beaucoup plus facile à gérer que des pays où la population est beaucoup plus nombreuse. Et pourtant, tout est bridé, tout est dans un carcan pour faire un projet, pour faire un business, vraiment, c'est très, très, très compliqué de naviguer au sein des lois, au sein des autorisations, au sein de l'administration tunisienne. Et alors, on a 2 projets dans le pipe. On a un premier projet dans la Médina de Tunis qui dort depuis 3 ans dans les couloirs de plein d'administrations, l'Institut national du patrimoine, l'Association de sauvegarde de la Médina de Tunis, la municipalité de Tunis. Il a aussi mis beaucoup de temps à avoir l'agrément auprès de l'Office du tourisme. C'est juste du temps. C'est juste du temps, c'est juste de l'incompréhension. Les textes sont flous. Je vous donne un exemple. On a mis une piscine sur le toit. Aucun texte ne l'interdit. Et pourtant, l'administration ne veut même pas en entendre parler, juste parce qu'ils ont décidé que ce n'est pas le cachet de l'architecture tunisienne. Oui, mais l'architecture tunisienne traditionnelle, il y avait pas de climatisation non plus, il n'y avait pas de chauffage non plus. Et pourtant, il faut s'adapter sans pour autant, bien sûr, dévier du cachet de l'architecture tunisienne traditionnelle dans une Médina de Tunis qui est quand même classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, où il est extrêmement important de préserver l'architecture, le cadre, de préserver un peu tout ce côté traditionnel. Mais à mon sens, c'est pas contradictoire avec le fait d'avoir une piscine sur le toit. Bon. Donc ça, c'est un projet qui est complètement bloqué, qui dort, et c'est dommage parce que la bâtisse est magnifique. C'est une ancienne demeure qui date du XVIIe siècle et qui est fermée depuis 4 ans, depuis qu'on l'a achetée, et qui, je ne sais pas ce qui va advenir de ce projet. Et ça vous montre combien l'administration est un énorme frein au développement économique. Et imaginez, si j'avais eu mes autorisations depuis déjà 2 ou 3 ans, toute la dynamique économique qui aurait été créée autour de ce petit projet dans la Médina, le nombre d'emplois, le nombre d'entreprises qui auraient eu des marchés de menuiserie, de staff, de climatisation, de revêtement, voilà, tout ça, ça n'a pas lieu. Le deuxième projet,
C'est un projet, c'est un hôtel qui date de 1907, qui appartenait au groupe transatlantique, donc qui date depuis la colonisation et qui appartenait donc, qui a été géré par une mutuelle agricole française qui, à l'indépendance de la Tunisie, est devenue une mutuelle agricole tunisienne. Donc c'est dans ses actifs, elle en a hérité. Et c'est un hôtel qui est fermé depuis plus de 25 ans pour vétusté. Donc la mutuelle agricole a dit c'est dommage, c'est vraiment un patrimoine historique de la région. La région s'appelle Ain Drahm. C'est un village à 800 mètres d'altitude du côté de l'ouest tunisien, en pleine forêt. Le site est fabuleux, magnifique. C'est une destination très cotée pour les chasseurs de gibier. Il y a beaucoup de sangliers lors de la saison de la chasse. Donc, et puis c'est un hôtel où beaucoup de Tunisiens ont des souvenirs d'enfance parce que dans les années 60, 70, 80, c'était une destination pour beaucoup de familles de Tunis qui partaient fin août, début septembre vers l'air de la montagne. Et donc le propriétaire, qui est la mutuelle agricole, a voulu le rénover en partenariat avec un partenaire hôtelier qui connaît le métier d'hôtellerie. Et c'est comme ça qu'on s'est associés. Et c'est comme ça qu'on est sur un chantier très avancé déjà. On est en phase de finition et on prévoit une ouverture dans 6 à 8 mois. Le temps de finaliser les chambres, les restaurants, l'organisation interne, l'environnement, tout le reste. Et la marque Badira, la Badira sera transposée là-bas? Tout à fait. L'hôtel s'appelle l'hôtel Les Chênes. Donc c'est un nom qui porte, c'est un nom qui résonne chez beaucoup de monde. Donc il faut absolument garder le nom Hôtel Les Chênes. Et ça va s'appeler Hôtel Les Chênes by la Badira, parce que ça va être un management de la Badira. Pour conclure, en fait, nous en Tunisie, nous tient à cœur qu'on nous reconnaisse pour ce que nous sommes, pour les compétences que nous sommes, pour l'esprit d'entreprise que nous avons, pour l'efficacité d'énormément d'entreprises tunisiennes. Et donc, en fait, on a un déficit de communication. La Tunisie ne sait pas ou n'a pas jusqu'à maintenant su valoriser tous ses atouts auprès du monde. Par exemple, je vais dire au niveau du tourisme, est-ce qu'on sait que la plus vieille médina d'Afrique du Nord est en Tunisie et c'est Kérouan? Personne ne le sait. Est-ce qu'on sait que la plus grande collection de mosaïques romaines au monde est en Tunisie et pas en Italie? Personne ne le sait. Ça, c'est juste des exemples. Les saveurs de nos cuisines, les variétés de nos épices. Je ne sais pas si ça serait possible d'avoir le guide Michelin en Tunisie ou le guide Goemio en Tunisie. Je ne sais pas pourquoi ce pays n'a jamais vraiment intéressé ce genre de grandes maisons. Mais je ne les blâme pas, je nous blâme nous, parce que nous, on n'a pas su valoriser nos atouts, on n'a pas su valoriser toutes les opportunités qu'il y a en Tunisie pour faire venir ces gens intéressés aux cuisines du monde, aux cuisines qui ont du sens, aux cuisines qui ont une histoire, une très grande variété d'ingrédients, une très grande variété d'épices. Oui, on devrait travailler sur ça, peut-être avec les fédérations professionnelles, avec l'administration, j'y crois pas trop, mais je pense que c'est des privés, c'est quelques privés motivés, qui connaissent probablement le marché français et comment ça se passe en France, qui pourraient transposer un peu ce modèle-là par rapport à la Tunisie, par rapport à la restauration en Tunisie, par rapport à la gastronomie, par rapport aux écoles de formation, aux écoles de cuisine en Tunisie. Et quand on voit en France tous les grands chefs que je croise, les grands chefs français me disent « Ah, j'ai un Tunisien dans ma cuisine, j'ai 2 Tunisiens dans ma cuisine ». Donc vraiment, le Tunisien aime, il est doué pour ça, il aime
recevoir, il aime cuisiner, il aime, voilà, ça le motive d'aller vers l'excellence. Mais le cadre institutionnel, c'est peut-être notre faiblesse à laquelle il faudra remédier pour les prochains mois, les prochaines années. Merci beaucoup.